Vers l'ancien conseiller régional Rhône-Alpes que tu as été, Andrea, tu as aussi été administrateur, je crois, d'un fonds de développement régional. Ça vaudrait sans doute la peine que tu nous parles de ton expérience. Bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation d'Hervé Juvin. Effectivement, j'interviens ici surtout par rapport à mon expérience de conseiller régional, donc des spectacles vivants, comme on l'a entendu à l'instant. Simplement, j'ai été donc membre de la commission économie, membre de la commission commerce de proximité artisanat, et effectivement administrateur, je vais y revenir, de ce qu'on appelle en Auvergne-Rhône-Alpes l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprise. Qu'est-ce que Laurent Wauquiez, pour le coup, a tenté et pourquoi? On l'a vu avec le Covid, l'acteur régional est devenu de plus en plus important. Vous avez vu les présidents de région partout ont communiqué, ont reçu des masques ou sont allés les chercher avant même l'État. Donc l'acteur régional est devenu de plus important. Ce n'est pas rien, il communique aussi beaucoup. Alors, nous sommes à la bourse, j'avais prévu un petit diaporama, mais je vous l'enverrai. On a aussi beaucoup de dépenses, 90 000 € pour Facebook, pour bien montrer que la région arrivait à répondre aux besoins de la population au niveau local et que l'État y arrivait donc de moins en moins. Pourquoi est-ce que la région est devenue un acteur de plus en plus important au niveau économique, financier, au niveau du local? C'est avec la loi NOTRe, nouvelle organisation territoriale, fusion des régions, où finalement l'acteur régional s'est vu recevoir un nombre de compétences assez importantes, en particulier la compétence économique, puisque désormais la région est, c'est l'article L 2251-1 du CGCT, le Code de collectivité territoriale, alors qu'avant c'était un peu plus flou, avec une clause de compétence générale, etc. Donc là, la région est l'acteur compétence exclusive en matière économique. Comment ça se passe après? Je suis intervenu rapidement parce que je vais peut-être vous endormir. On adopte ce qu'on appelle le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation. Donc là, le conseil régional, finalement, se met d'accord sur les grandes orientations économiques qu'il souhaite mettre en œuvre. La loi définit bien évidemment ce qu'ils peuvent faire ou pas faire. Et ce schéma est débattu durant 3-4 mois, puisque tous les acteurs infrarégionaux, départements, communes, métropoles doivent être associés à cela. Je parle de ça parce que le démembrement finalement territorial a abouti à une concurrence des territoires. Hervé parlait tout à l'heure des banques régionales, d'un partenariat, d'aller chercher des marchés ensemble, de défendre notre territoire. Finalement, le démembrement territorial a provoqué une concurrence entre les territoires, puisque quand vous lisez la loi NOTRe, quelques articles disposent que, effectivement, la région a la compétence exclusive, mais je vous prends le cas d'Auvergne-Rhône-Alpes, à l'exception de la métropole de Lyon, qui a son propre schéma de développement économique. Donc sur un seul et même territoire, vous avez deux schémas. Puisque je vous parle un peu d'expérience, je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Le vice-président de la région et le vice-président de la métropole se rencontrent une première fois pour discuter grosso modo des orientations à faire. Et puis Gérard Collomb, à l'époque président de la métropole, rencontre donc Laurent Wauquiez. Tous les deux expliquent qu'ils allaient mettre 3-4 mois pour définir ensemble de manière cohérente une politique au niveau local. Et le lendemain de cette rencontre, Gérard Collomb avait déjà son schéma, il l'a fait adopter dès le lendemain pour couper court aux objectifs régionaux et pour être devant. Donc on voit bien que tout cela est finalement mauvais à la fois pour la population, à la fois pour ceux dont on parle, où va l'argent, comment financer le localisme, comment financer la transition écologique, comment défendre nos emplois sur le territoire, je vais y revenir. Auvergne-Rhône-Alpes Entreprise, c'est finalement, et M. Malos certainement en parlera mieux que moi, on a, quand on est entrepreneur, en tout cas quand on discute avec eux,
une multitude d'organismes, de satellites, de chambres de commerce, divers guichets qui s'ouvrent à nous. Et finalement, et on l'a entendu à l'instant, quand on est entrepreneur, qu'on veut de l'argent et on le veut vite parce qu'on a un rythme, un temps et qu'il faut innover, il faut se dépêcher. Encore plus avec la crise du Covid, on s'aperçoit finalement que les collectivités ne sont pas assez efficaces. Il y a des dossiers à remplir, il y a une administration qui n'était pas forcément dans le privé, donc qui a aussi un autre rythme que l'entrepreneur. Et donc généralement ça marche pas très bien. Donc l'idée de cette agence, c'était de créer un seul et même guichet unique vers laquelle l'entrepreneur pourra aller, sera orienté par cette agence-là. C'est une agence à la fois publique et aussi présidée par des entrepreneurs, puisque en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est Laurent Wauquiez le président avec le président de Michelin, le PDG de Michelin. Voilà, on essaye de... Mais finalement, au-delà des étiquettes politiques, comme sur cette tribune d'ailleurs, on s'aperçoit qu'on a beaucoup de points communs. Et on sait où est l'adversaire justement d'une politique localiste. Je vais y venir puisque on a une région et une Union européenne qui finalement prennent en étau en ce moment l'État. Je vais vous prendre l'exemple d'une entreprise, puisqu'on parle concret. Il s'appelle Ecopla. C'était une entreprise de la vallée du Grésivaudan, qui était déjà une vallée très désindustrialisée. Ecopla produit des barquettes en aluminium, vous savez, pour les gâteaux, les cakes. Et cette entreprise était la dernière entreprise en France à produire des barquettes en aluminium. C'était même le leader européen. Et puis, globalisation oblige. Un Australien a racheté l'entreprise sans être venu, est parti avec la caisse. Liquidation judiciaire. Tous les élus, RN, jusqu'à la France Insoumise, avec Laurent Wauquiez en tête, étaient partisans pour défendre nos emplois, pour défendre notre savoir-faire, et puis pour faire en sorte que cette vallée, finalement, maintienne au moins la dernière entreprise. On se retrouve devant le tribunal de commerce. 2 offres se proposent au tribunal. La première, c'était les salariés qui souhaitaient racheter leur entreprise, se réapproprier leur outil de travail. L'affaire était bonne puisque le carnet de commandes explosait, les clients attendaient que ce soit produit, tout le monde était content. Ils avaient engagé une transition écologique par rapport aux matériaux. Et puis la seconde, les collectivités locales étaient prêtes à mettre de l'argent. La seconde proposition, c'était le premier concurrent d'Ecopla, un Italien, qui a souhaité racheter l'entreprise et qui a d'ailleurs été très clair devant le tribunal. Nous souhaitons racheter l'entreprise, prendre le savoir-faire français, c'est-à-dire les machines, les emmener en Italie, virer les salariés et vendre le terrain. C'était très clair au moins. Eh bien, en première instance, comme en appel, c'est l'Italien qui a gagné, qui a racheté l'entreprise et c'est terminé. Je vais un peu vite pour en revenir aux règles européennes, finalement. Les règles européennes contredisent le localisme et ce dont nous parlons aujourd'hui, puisque la concurrence est libre et non faussée, et que vous ne pouvez pas, comme cela en claquant des doigts, décider qu'en tant que collectivité publique, vous allez mettre de l'argent ici parce que c'est à côté de chez vous. Ça ne marche pas comme ça, malheureusement. Et il y avait une contradiction assez énorme chez Laurent Wauquiez, c'est qu'il parlait de chasser en meute, de défendre son territoire, et tous les rapports commençaient par, pour rappel, la concurrence est libre et non faussée selon telle et telle disposition. C'était assez problématique et ça caractérisait vraiment cette contradiction à chaque fois des présidents de région qui poussent pour le localisme avec finalement des barrières fondamentales qui en fait l'empêchent très clairement. Je finirai sur 2-3 points. Vous avez des possibilités, quand même la loi le permet, de développer une dynamique au niveau local, faire en sorte que ceux qui ont d'argent ou qui veulent investir à proximité de chez eux et non pas sur une bulle financière puissent le faire, de réunir des personnes qui ont des idées, de réunir des collectivités. La loi Hamon a été vidée de son sens pour moi, donc c'est lui-même qui l'a vidée avant que ce soit sorti. C'était la loi sur les pôles territoriaux de compétences économiques, qui permettait finalement à plusieurs acteurs de se réunir et d'entamer une dynamique concrète avec des projets, des idées pour maintenir l'emploi local. Vous avez aussi une grande différence
ce sont, et Hervé en a parlé, les traités de libre-échange, puisque là encore, on agit avec deux manières de voir au niveau légal avec les anglo-saxons. Nous avons, comme les Italiens, des produits AOC, d'appellation contrôlée, appellation protégée. Au niveau européen aussi, nous disposons aussi d'un certain nombre de protections. Les Canadiens, pas du tout. Si on veut parler du traité entre le Canada et l'Union européenne, il ne fonctionne absolument pas comme cela. Vous pouvez breveter quelque chose, ça peut être une basket, ça peut être un plat de pâtes, mais il n'y a pas toute cette protection qu'on dispose chez nous qui finalement font la fierté d'un territoire, c'est la transmission du savoir, c'est l'emploi. Et moi j'ai fait la fusion entre identité et emploi puisque quand j'ai rencontré les personnes qui produisent le Saint-Marcellin, le fromage, cette entreprise n'avait pas été protégée par la Commission dans les négociations avec le Canada. Ça veut dire quoi? En bref, ça veut dire que le Canada pouvait produire du Saint-Marcellin avec des coûts de production plus bas. Donc pour eux, le traité entre le Canada et l'Union européenne, c'était pas de la théorie, c'était concret, c'est qu'en fait, ils allaient mourir. On voit bien là une grande différence entre protéger notre identité, protéger la fierté du territoire, protéger cette identité de nos produits, et en même temps, protéger l'emploi. Finalement, ce sont deux faces d'une même pièce pour en tout cas agir. Et enfin, je vous donnerai deux exemples concrets, mais on pourra rebondir dessus. C'est sur... vous ne pouvez pas protéger une entreprise locale dans un appel d'offres en disant je choisis celle-ci parce qu'elle est locale, mais vous disposez aussi de différentes manières. Vous pouvez interdire qu'on sous-traite 3 fois, par exemple. Parce que généralement, quand vous sous-traitez 3 fois, ça s'éloigne de plus en plus. Le stade de Bayern de Munich, par exemple, l'Allianz Arena, a été construite par des travailleurs détachés polonais de A à Z. Les charges partaient en Pologne et même la nourriture venait de Pologne. C'est-à-dire que pour un chantier aussi faramineux que celui-ci, l'économie locale n'a bénéficié d'absolument rien. C'est la même chose avec le stade de l'Olympique lyonnais. Je vois un Lyonnais de Dessines, donc là où le stade a été construit, c'est la même chose. Travailleurs détachés. L'entreprise était française, mais vous sous-traitez 10 fois et finalement ça part. Et pour finir sur quelque chose d'assez global, puisque je sais qu'il y a un LR sur la scène, moi je suis ancien insoumis, c'est que c'est du bon sens finalement. Quand Laurent Wauquiez propose la clause Molière, la France insoumise est d'accord, le Rassemblement national est d'accord, c'est-à-dire faire en sorte que sur des chantiers, on puisse parler français. C'est-à-dire que finalement, vous allez, à demi-mot, choisir une entreprise locale. Évidemment, ça a été retoqué par le tribunal, puisque, c'est toujours la même règle, concurrence libre et non faussée, on ne peut pas créer une discrimination sur un chantier pour la langue, etc. Il faut absolument aucun obstacle à une concurrence libre et non faussée. C'est un peu d'espoir, ça veut dire que le bon sens finalement gagne. Quand Hervé parle de localisme, tout le monde en parle. Quand on parle de juste échange, tout le monde en parle. Donc on avance à petits pas, mais on avance sûrement sur des thématiques qui finalement nous rassemblent tous parce que c'est du bon sens. Merci beaucoup Andrea. Tu as souligné un point que je trouve absolument essentiel et d'ailleurs qui apparaîtra, je pense, dans l'avenir comme la grande supercherie contemporaine, c'est que des points sur lesquels à peu près toutes les personnes de bon sens sont d'accord, quelle que soit leur appartenance politique, quelles que soient leurs idées politiques, tout simplement le fait que sur un chantier, c'est mieux de parler français parce qu'on sait qu'on a un certain nombre d'accidents du travail, et il y a même quelques accidents du travail mortels sur des chantiers de BTP, qui viennent tout simplement du fait qu'il y a des ouvriers qui ne comprennent pas les consignes qui leur sont données en français. Des choses aussi simples, des choses aussi évidentes, qui font l'objet d'un consensus, et tu l'as dit à juste titre, transpartisan, enfreignent la loi tombée d'où, et donc tombent sous le coup des décisions des tribunaux et sont inapplicables. Je crois que c'est un des très grands paradoxes de la vie politique et de la vie publique actuelle, et naturellement il conviendra d'y remédier, parce que ça ne peut que mal se finir. Quel est plus légitime dans un pays comme la France
que l'exigence que partout en France, dans les commerces, sur les chantiers, on parle français.